Salut, c'est Julia Layani et vous écoutez mon podcast Conversation avant la fin du monde. Ça ressemble un peu à la fin du monde ou quoi en ce moment ? Dans le doute, j'ai décidé d'inviter toutes les 2 semaines des gens que je trouve trop stylés pour leur demander ce qu'ils font sur cette planète. Et surtout comment ils le font. Parce que depuis que j'ai eu 30 ans, c'est-à-dire il y a 2 secondes, je me demande tous les jours ce que je vais faire de ma vie. Donc si toi aussi t'es en quête, pose-toi, détends-toi, écoute ce podcast, tu vas pas le regretter. Bonne écoute. Merci beaucoup Marlène d'avoir accepté de participer à ce podcast Conversation avant la fin du monde. Est-ce que s'il te plaît, tu peux te présenter comme tu le sens ? Je m'appelle Marlène, j'ai 40 ans et quelques. Excellent. 2 enfants, je suis parisienne, d'origine corse. J'ai été ministre et j'écris des livres. Et je suis activiste, féministe. J'adore. Tu es la première ministre qui vient dans mon domicile et ça... Ça me fait très plaisir, je suis très honorée. Est-ce qu'on mettra une petite plaque dorée en bas ? Ouais, il y a un livre d'or qu'il va falloir signer juste après. Marlène, ce podcast s'appelle Conversation avant la fin du monde. Ouais. Donc, évidemment, une question assez évidente. Est-ce que c'est la fin du monde ? Là, je me pose la question. En vrai, comme plein de gens, ça m'empêche de dormir, parce que je veux dire, n'est pas original, mais encore cette nuit, vers 2h30 du matin, j'étais avec mon mec en train de lui dire « Est-ce que tu penses qu'on est à l'aube d'une nouvelle organisation et d'un nouveau pays ? Ou est-ce que tu penses qu'il va y avoir une parenthèse qui va s'ouvrir, qu'on reviendra à autre chose avant ? Ou est-ce qu'au contraire, en fait, tout ça n'était qu'un frémissement et qu'on va continuer les choses structurées comme on les connaissait, avec les mêmes institutions, etc. Et voilà, je pense que beaucoup de gens se posent cette question. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Alors moi, je pense qu'on traverse une période de grand chaos, de chaos politique, de chaos écologique, de chaos même, je pense, personnel pour chaque citoyen. Je pense que cette situation-là, pré-élection législative anticipée, tout un chacun nous plonge dans une situation psychologique extrêmement difficile. Il faut savoir une chose, c'est que je t'ai invité aussi pour qu'on parle de ton livre. Oui, normalement, ça devait être aussi, fun et léger. Exactement. Et sympa, c'est-à-dire que là, on peut... l'actualité. Voilà. Mais c'est vrai que pour toi, c'est pas vraiment la fin du monde, en quelque sorte, puisque tu sors ton nouveau livre, Scandale. Ouais. Absolument. Est-ce que c'est juste si je dis que c'est un roman érotique ? Non. Ok. C'est pas un roman érotique. Non, mais il faut le dire. Le genre, c'est plus comédie romantique. Ouais. Avec une trame de fond politique, et justement, c'est ça qui est un peu cocasse, c'est que moi, j'ai écrit une histoire, donc une rencontre, une histoire d'amour. Il y a des scènes érotiques, effectivement, on y reviendra peut-être. Excellent. Mais il y a une trame un peu de complot politique, et ce que je montre dans le livre, c'est que tout peut basculer dans la vie politique en 48 heures. Vous croyez que les choses sont certaines, et tout peut basculer. Et là, il y a un peu un complot à la base. Ce qui se passe, c'est qu'elle a un rival au gouvernement, qui veut lui aussi être candidat à de futures élections à l'Élysée. Elle aussi, la ministre Jasmine, qui est l'héroïne de ce livre. Et bref, elle est à la suite d'une histoire, elle part à New York en déplacement. Et là, elle rencontre un mec à New York, un basketteur star de la NBA. Elle coup de foudre, elle tombe amoureuse et elle décide de rester à New York 24 heures de plus que ce qui était prévu. Okay. Et pendant ce temps, en France, en 24 heures, les choses basculent complètement, y compris à la limite du chaos. Et donc, il y a des scènes improbables. Il y a un défilé du 14 juillet complètement improbable. Il y a des scènes... vraiment, et ça montre justement comment, dans la vie politique, un petit grain de sable peut tout faire basculer. Marlène, là, je vois que c'est ton prénom et ton nom qui est écrit sur cette couverture. Oui. Tu ne publies plus sous pseudonyme. Raconte. Ça pourrait encore m'arriver, mais c'est vrai que j'avais pris un pseudonyme à un moment. C'était essentiellement pour écrire des histoires, des nouvelles érotiques à la Musardine. L'idée, c'était d'abord qu'en fait, en France, on met beaucoup les gens dans des cases. Donc, Marlène Schiappa, c'était l'activiste féministe qui défend Maman Travail, etc., qui fait de la politique, c'est sérieux. Les gens ont beaucoup de mal, la preuve, à dire qu'une personne est une palette de couleurs et qu'elle n'est pas que monocolore. Donc, j'avais pris un pseudo pour dire que, voilà, celle qui fait les histoires érotiques, c'est une autre personne, d'une part, et d'autre part, aussi pour mes enfants. Je voulais pas aller à la crèche et qu'on me fasse c'est la maman qui fait des livres érotiques, etc. Okay. D'ailleurs, j'ai bien fait de le faire parce que récemment, il y a un gamin qui allait voir ma fille qui est en 6e au collège et il lui a dit un truc genre ta mère c'est une pute. Elle était dans Playboy, elle fait des livres érotiques et voilà. Et ta mère c'est pas une femme politique, c'est une pute. Wow. Et ma fille a répondu bah écoute, si ma mère est une pute, sans doute ton père est un client, je sais pas ce qui est le plus honteux des deux. Je sens que ta fille est très fraîche, qu'elle a l'art de la répartie. J'avoue, quand elle m'a dit ça, et après elle s'est enflammée, elle était là, ouais, c'est son père le client. Donc j'ai beaucoup aimé sa répartie, voilà. Ok. Je la salue. Bah, on la salue grave, trop, bien sûr. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre ? Ça fait combien de temps que tu bosses dessus ? En fait, quand je suis partie du gouvernement, j'ai eu un peu un moment pour réfléchir un peu à tout ce que j'avais vécu. Ça fait combien de temps là que t'es partie ? Ça fait 1 an, je crois. Ouais. Ok.
presque 1 an. Et en fait, il y a eu des moments, bien sûr, c'était un grand honneur d'être au gouvernement, et en même temps, il y a eu des moments hyper difficiles, notamment pour ma vie de famille, pour ma vie de mère par rapport à mes enfants, dans ma vie personnelle, il y a eu beaucoup de violence. Moi, je rappelle, j'ai eu quand même une quarantaine de gilets jaunes qui viennent chez moi de nuit taper aux portes, essayer de taper au volet, en criant chiapa, salope, descends, on va te décapiter, etc. devant mes enfants. Si, 2018. Okay. Je mets 2 filles qui montent en pleurs en me disant maman, ils sont venus te tuer, etc. Ma fille aînée, elle veut plus retourner au Mans où j'ai ma maison depuis cet épisode, donc ça fait plusieurs années qu'elle a pas voulu revenir parce que ça l'a vraiment traumatisée. Ma fille cadette, elle était en pleurs, je lui dis va dans le placard jusqu'à ce que la police arrive. Enfin, il y a eu quand même des moments, ça c'est un moment que je raconte, mais on a eu d'autres comme ça, de grandes violences, y compris vis-à-vis de ma famille, qui ont été hyper dures. Et au ministère de l'Intérieur, on est quand même confronté à tous les drames du pays, les féminicides, les deuils, les suicides, hélas, de policiers, parce que ça arrive aussi. Tout ce qui se passe, on reçoit les alertes police sur son téléphone tous les jours. C'est des choses quand même vraiment ultra dures et prenantes et un peu même traumatisantes. Et en partant, j'ai eu envie de passer par un peu un sas de décompression un peu plus léger et de raconter quelque chose de positif. Et Isabelle Saporta, qui était à la tête de Fayard, m'a appelée en me disant est-ce que ça te dirait d'écrire genre une romance, une comédie romantique avec le pitch, c'est une ministre part à New York et tombe amoureuse d'un basketteur. Et là, tout dégénère. Et je lui ai dit, incroyable, j'ai très envie d'écrire ça. Donc voilà, j'ai écrit cette romance. Énorme. Quelles conséquences ça a tu me dis, voilà, tes enfants ont été témoins de scènes forcément ultra violentes. Quelles conséquences ça a sur elles dans leur vie d'adolescente, de jeune femme ? Bah forcément c'est pas évident, mais alors j'ai eu une conversation avec elle quand j'ai quitté le gouvernement justement, où je sais plus pourquoi elle se plaignait. Je leur ai dit, vous savez, vous plaignez pas de vos conditions de vie, hein. Vous êtes des filles de ministres, tout va bien pour vous, vous avez pas de problème matériel, ce dont vous avez besoin vous l'avez. Nous, moi j'ai grandi dans une cité à Belleville, on était 3 dans la même chambre, après j'ai eu parfois les soucis à la porte, etc. Et en fait elles m'ont dit, ouais mais toi t'avais tes problèmes, mais nous on a nos problèmes. C'est d'autres problèmes, c'est pas les mêmes, mais c'est pas pour ça qu'on en a pas. Et comme j'étais un peu sceptique, elles m'ont dit, mais tu te rends pas compte que c'est difficile d'être une fille d'une responsable politique qui est connue. Tous les gens vous jugent à l'aune de vos parents, vous critiquent pour vos parents alors qu'ils ne vous connaissent pas. Tout le monde a un avis sur ce que vous faites, y compris parfois, la plupart des profs sont hyper bienveillants, etc. Mais il y en a quand même quelques-uns qui règlent leur compte politique par l'intermédiaire des enfants, ce qui est quand même assez lamentable. Carrément. Donc oui, je pense que c'est pas facile. Puis on déménage sans cesse, on est ballotté d'un endroit à l'autre. Je suis souvent pas dispo. Quand j'étais au gouvernement, ben souvent le soir, j'étais à l'Assemblée nationale, j'étais en réunion, j'étais avec des députés, je rentrais, il était minuit. C'est pas facile. Vous avez des imprévus. Plein de fois, on allait partir en week-end en famille et en fait, on a dû faire demi-tour sur le chemin parce qu'il s'est passé quelque chose, un incendie dans un centre d'hébergement d'asile, et donc je devais retourner. Donc je pense que c'est pas facile. Ouais, elles ont leur propre histoire, quoi. Exactement. Pour moi, comme elle n'avait pas de problème matériel, elle n'avait pas de problème. En fait, c'est vrai que j'ai mis des années à comprendre qu'on pouvait avoir d'autres problèmes, parce que moi, je lisais tout avec mes propres lunettes. Et comme je me suis toujours battue pour me dire, je veux pas que mes enfants vivent des choses que moi j'ai vécues, donc je leur dis, en gros, vous êtes en sécurité, etc., en famille, mais elles me disent qu'en fait, elles ont vécu, et c'est vrai, des choses d'une violence inouïe que moi, j'ai jamais vécu à leur âge. Et donc, avec le recul qui est le tien, parce que là, aujourd'hui, ça fait 1 an que t'es plus au gouvernement, mais je veux dire, ça fait... T'as une carrière politique assez longue aujourd'hui. Et quel regard tu as, effectivement, sur le transfuge que tu as eu, professionnel, social? Il est où ton regard, même par rapport à tes filles, en fait, finalement? En fait, petit à petit, mais d'ailleurs, une fois, ma fille m'a dit qu'elle m'admirait parce que j'étais partie de rien, ça m'a fait plaisir. Mais moi, j'ai pas fait d'études, en fait. Je me suis mariée très jeune, je cherchais pas du tout à réussir dans la vie, c'était pas du tout ma préoccupation, je voulais juste me marier, avoir des enfants. Et donc, je me suis mariée, j'avais 19 ans. J'ai eu mes enfants à 24 ans, mais tout de suite j'ai monté ma boîte. Quand j'ai eu ma fille, j'étais dans une agence, j'ai quitté mon agence, j'ai monté ma propre agence de com, comme toi tu l'as fait, voilà, monter sa boîte hyper jeune. Donc tu vois ce que c'est quand t'es jeune et tu te dis j'ai pas de réseau, j'ai pas de capital à mettre dans l'argent, j'ai pas de clients, mais je vais quand même monter ma boîte. Fonce, oublie que t'as aucune chance, fonce. Et en fait ça a hyper bien marché, j'ai revendu mon entreprise, j'ai monté le réseau Maman Travail, j'ai écrit des livres. Donc en fait j'ai réussi à m'engager petit à petit, mais j'ai jamais cherché à réussir, j'ai toujours cherché à m'engager et à faire ce en quoi je croyais. Et il s'avère qu'en fait ça a marché. Et la leçon que j'en tire, c'est en fait faites ce que vous avez envie de faire et ça marchera justement parce que c'est ce sur quoi vous avez envie de vous engager. Moi, ce que j'aime bien dans ta carrière, qui
évidemment, va être encore très longue et je suis sûre que tu nous réserves encore plein de surprises, c'est que tu es très pluriel, je trouve. T'as été ministre, mais t'en es à quoi? C'est ton 6e, 7e livre? En plus, 30e, un truc comme ça. 30e livre. Ouais. Voilà, enfin, c'est énorme. Mais c'est mon loisir d'écrire. Mais bien sûr, c'est ton loisir, mais là, ça commence quand même à être une sorte de métier quand même, finalement, au bout de 30 livres, carrément. je pense. J'ai interviewé Marc Lévy, qui est venu dans ce podcast, et pareil, lui, il est à son 30e livre, mais je veux dire... Il est à 30 best-sellers, mais c'est bon, incroyable. Voilà, tu as créé des associations, enfin, t'es extrêmement pluriel. Ça vient d'où, ça? En fait, j'ai une devise qui est « si tu fais une chose, fais-en une autre ». Je pars du principe que si tu fais quelque chose, tu dois faire autre chose aussi. Donc, alors, c'est un peu sans fin, parce que du coup, à chaque fois que tu fais quelque chose, tu dois faire autre chose. Mais j'aime justement l'idée d'avoir plusieurs réseaux, de pas être monocolore. Et c'est ça qui fait aussi, je pense, une personnalité. C'est-à-dire que vous avez à la fois des engagements. Moi, j'ai des engagements sur les droits des femmes, sur la laïcité, la défense de la République. Mais j'écris aussi, je fais de la politique, je suis dans le monde associatif, je suis dans le monde du conseil auprès de dirigeants. Et je pense que c'est ça qui fait que chaque monde se nourrit de l'autre monde et de l'autre activité. Moi, ça a toujours été ma condition, c'est je ne peux pas faire une seule chose. Même quand j'étais au gouvernement, d'ailleurs, des gens me disaient « mais tu ne devrais pas écrire des livres au gouvernement ?» Je dis « ben si, justement, en fait. » Et en quoi ce serait honteux d'écrire des livres? Pourquoi quand un homme politique dit tous les matins je fais 1 heure de jogging, on dit waouh, quel homme, quelle santé, c'est brillant. Et quand tu dis tous les matins je me réveille plutôt pour écrire, on est là genre ah ouais bof, pas ouf. Mais c'est nimp, alors que c'est vraiment il y a eu énormément de chefs politiques qui ont écrit des livres. Oui, mais c'est pas des femmes. Tu sais très bien que les femmes sont pas traitées de la même manière. J'ai une anecdote, il y a pas longtemps, je fais justement une série de tweets pour dire en fait, arrêtez de dire aux gens qui sont RN, sinon faut pas s'étonner qu'ils votent RN. Quand vous dites que la laïcité c'est RN, que faire des barbecues c'est RN, que machin. Et un président d'association, d'une vraie association, répond non mais alors elle met ses fesses dans les magazines People et elle se prétend féministe, etc. Et je lui ai répondu en privé parce que je le connais. Il s'avère que je l'ai vu quand j'étais ministre à de nombreuses reprises et que soi-disant il m'adorait quand j'étais ministre, donc c'est très drôle. Je lui réponds en privé en disant en fait 1 vulgarité et 2 mansplaining. En fait vous n'êtes personne pour m'expliquer ce que c'est le féminisme. Moi j'ai fait 37 lois et vous combien et 37 politiques publiques et vous combien. Et deuxièmement en fait ce que je fais de mes fesses, en quoi ça vous regarde? Et comment on arrive d'un désaccord d'idées à parler de mes fesses? C'est-à-dire, mais même si je voulais prendre des photos de mes fesses et les mettre sur Twitter, en quoi ça vous regarde? De ouf. Je veux dire, Éric Ciotti fait n'importe quoi, personne lui dit Éric Ciotti, son petit cul, etc. Mais normal. Mais quand t'es une femme, en fait, on se permet de te ramener à ton corps, à ton physique, à ta sexualité réelle ou supposée, y compris quand on est un président d'association de gauche qui prétend avoir des valeurs. Il y a quand même le mot fraternité dans le nom de son association, donc ça me fait quand même beaucoup, beaucoup rire. C'est la fraternité, sauf pour les femmes. Et ça, c'est vraiment un problème que plein de gens comprennent pas. C'est que le féminisme, c'est pas juste soutenir les femmes autour de toi. Les gens qui disent je suis féministe, j'aide ma femme et compagnie, ou je suis féministe, j'ai une adjointe. En fait, on voit vraiment si t'es féministe dans la manière dont tu traites les femmes qui sont pas d'accord avec toi. Mais bien sûr, les femmes qui vont t'emmerder, te mordre les mollets, qui vont dire je suis pas d'accord avec vous. Est-ce que elles ont le droit de s'exprimer aussi, ou est-ce que en fait t'es féministe juste pour les femmes de ton entourage? C'est une vraie question. Oh. J'aime beaucoup ça. Il y a énormément de choses qui ont changé évidemment sur la place des femmes en politique et même la place des femmes en général. Mais qu'est-ce qui doit encore changer? Qu'est-ce qu'on peut encore apporter en plus pour l'égalité femmes-hommes, en tout cas pour la place des femmes, surtout en politique? Mais je dirais qu'en fait, avec MeToo, une majorité d'hommes, on va dire, et de femmes aussi d'ailleurs, on a tous compris, on s'est tous réinterrogés sur notre société, sur les violences sexuelles, etc. Aujourd'hui, une femme avec une robe à fleurs, elle serait plus sifflée à l'Assemblée nationale. Ça ferait un scandale de le faire. Sans jeu de mots avec le titre de mon livre. En revanche, il y a du sexisme latent. Et ça se voit, par exemple, quand les femmes prennent la parole publiquement. T'as une présomption de compétence pour les hommes et une présomption d'incompétence pour les femmes. Grave. Un homme sur un plateau télé, s'il a un costume cravate, c'est un homme, il a peut-être des lunettes, il est peut-être un peu chauve, et il va prendre la parole et on va dire cet homme est un expert. Un expert de quoi? On ne sait pas, mais c'est un expert. En revanche, si t'es une femme, si t'as les cheveux longs, si t'as un t-shirt, un jean, si t'as un peu de bijoux ou autre, on va considérer juste que t'es une outsider, que t'as rien à faire là. Il y a beaucoup de sociologues qui ont planché là-dessus et qui démontrent que la femme, on part du principe qu'elle n'est pas compétente. Alors que l'homme, on part du principe qu'on lui fait crédit de sa compétence à l'avance.
Et ça élimine un certain nombre de femmes du débat public. Et puis quand tu vois le harcèlement que tu te prends sur les réseaux sociaux quand tu es une femme, dès lors que tu prends la parole, je pense que ça donne pas très envie. J'ai plein de femmes que je suis allée voir en leur disant « Est-ce que vous voulez vous engager en politique ?» Elles m'ont dit franchement « Merci, mais non merci. J'ai pas envie de recevoir 10 000 commentaires sur mon physique, sur les réseaux sociaux chaque jour. » Et par rapport à ce moment où t'as fait une série de photos dans Playboy, etc., toi, en fait, t'as eu une décision d'humain, en fait, d'accepter un shooting photo dans un magazine iconique. Et il y a eu énormément de violence autour de ce moment-là. Comment tu l'as vécu, ça ? Oui, apparemment, c'est très grave d'être en photo en robe dans un magazine. En fait, j'avais accepté de le faire quand j'étais au ministère de l'Intérieur. Et ensuite, on l'a reporté parce que... à l'époque, il y a eu une période hyper difficile de menaces d'attentats, etc. On trouvait que c'était décalé. Ensuite, j'ai quitté le gouvernement et donc j'ai dit à Playboy, écoutez, ok, j'accepte, je suis plus au gouvernement. J'ai été renommée entre-temps et j'étais chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative, donc des sujets hyper importants et moins graves et moins dramatiques que ceux du ministère de l'Intérieur. Ouais. Et surtout, je trouvais que, moi, c'est ce que j'ai toujours dit, j'aime aller parler avec les gens avec lesquels je suis pas d'accord. Je suis allée faire un débat à la Convention des droites de valeurs actuelles pour défendre l'intégration des Ukrainiens. Alors que c'était pas le mood, on va dire, de la convention. Il y avait Charlotte Dornelas, Marion Maréchal, etc. Moi, j'étais la seule du gouvernement qui a accepté de venir. Je suis allée débattre aux universités d'été de la France Insoumise face à Alexis Corbière pour parler de laïcité, avec des centaines de personnes opposant, donc en face de moi, qui se sont mis, pendant que je parlais, à crier « On est là, même si Macron le veut pas », etc. Donc je me suis levée, j'ai attendu qu'il termine, j'ai pris mon micro, j'ai dit « Vous êtes là, je vous félicite d'être là, mais moi aussi je suis là. Et il n'y en a pas un de vous qui me fait peur. Donc je suis là, je suis toute seule, vous êtes des centaines, et c'est pas grave, je suis là quand même. » Donc finalement, ils ont applaudi. Donc je trouve ça assez fair play de leur part. Je pense qu'ils applaudissent le courage d'être là et de défendre des choses. Et tout ça pour dire que je pense qu'il faut toujours aller parler avec les gens qui ne sont pas d'accord. Et aller parler de droits des femmes dans Playboy, je trouve que c'était hyper important d'aller parler de consentement, d'aller parler du droit des femmes, d'aller parler des nouvelles lois qui existent, de la vision autour de MeToo, etc. C'est là qu'il faut aller. C'est vers les lecteurs de Playboy qu'il faut se tourner pour parler. Et puis tout le monde a fait un scandale, justement, titre de mon livre aussi, en disant que j'étais en photo, que c'était horrible, etc. J'étais en photo dans une robe, en fait. Ça n'avait absolument rien de choquant. J'ai fait des photos bien moins habillée que ça dans le magazine Elle, et Voici m'a pris en photo à mon corps défendant en maillot de bain, alors que je n'étais pas consentante pour le coup. Personne m'a dit « Oh là là, pauvre Marlène, on vous a pris en photo en maillot de bain alors que vous n'aviez pas donné votre consentement, etc. » Donc il y a beaucoup d'hypocrisie et beaucoup de gens qui se sont engouffrés là-dedans pour se dire enfin on va la tacler sur quelque chose. Et puis c'est le moment où le président de la République donne une interview aussi, c'est Pif Gadget, je crois. C'est ça. Je crois que c'est ça, j'ai un autre mémoire, je crois que c'est Pif Gadget. Et du coup, il y a un peu un truc de dire la Macronie va dans des journaux où normalement on va pas, quoi. Mais et alors ? Justement, pour moi, c'est ça la politique, c'est aller... En fait, si la politique, c'est que pour les gens qui regardent les émissions politiques, écoutent les matinales et regardent LCP, les questions au gouvernement, en fait, restons entre nous, quoi. Je veux dire, ne faisons pas semblant qu'on s'intéresse aux préoccupations des citoyens. Oui, donc un moment assez particulier pour toi à vivre. Moi, je trouve que, franchement, quel courage tu as. Je trouve que t'es vraiment extrêmement courageuse. T'as une force quand même exceptionnelle. Si je puis être un peu vulgaire, t'as vraiment porté tes couilles vraiment de nombreuses fois, et au gouvernement, et même là aujourd'hui, quand tu t'engages, tu vas sur les plateaux télé, etc., tu vas défendre tes idées. Je trouve que t'as été beaucoup critiquée. Comment on gère ces critiques-là, même pas en tant que femme, je dois dire, c'est juste en tant qu'humain. Comment tu gères cette négativité-là sur les réseaux sociaux, les critiques des gens, etc. En fait, très honnêtement, je vais faire une exception après et je te dirai quelle est l'exception, mais en grande majorité, ça m'indiffère vraiment totalement. C'est-à-dire, au mieux, je vais avoir une analyse un peu méta, comme ce que je te dis, le type qui me dit vous avez mis vos fesses, machin. En fait, je le prends pas comme une injure pour moi, j'ai de la peine pour lui, en fait, de tomber aussi bas. Parfois, je me dis que c'est vraiment dommage que les gens utilisent leur énergie. Mais parfois, je leur réponds ça, d'ailleurs, des gens qui m'envoient des DM sur Insta. Je réponds, mais en fait, c'est hyper triste. On est dimanche, il est 21h, vous n'avez pas un ami à appeler, un mec ou une nana à voir avec qui passer la soirée. Je sais pas, préparez vos affaires pour demain.
Enfin, je leur donne des idées de trucs à faire parce que c'est vraiment tellement quelque chose qui m'est étranger d'aller écrire à quelqu'un qu'on n'aime pas, qu'on l'aime pas. Je trouve ça vraiment, vraiment lunaire. Après, ce qui m'a touchée, c'est autour de la soi-disant affaire du fonds Marianne, parce que j'étais quand même accusée de choses que je n'ai pas commises. Et ça, c'est vraiment d'une violence inouïe. La commission d'enquête du Sénat dit que, évidemment, je n'ai détourné aucun argent ni pour moi ni pour mes proches. On passe des mois à faire des commissions d'enquête sur des sommes données à des associations laïques pour qu'elles mènent un combat contre l'islamisme. Pendant ce temps, il n'y a jamais une commission d'enquête sur le financement de l'islamisme, au demeurant, qui dort très tranquille et qui est très très bien financé. Mais apparemment, ça n'intéresse personne de savoir comment il est financé. On dit des choses fausses sur mon compte et sur le compte de militants laïques. Et j'attends toujours les excuses au demeurant, parce qu'aujourd'hui, il est démontré que non seulement j'ai rien détourné pour moi, évidemment, mais rien non plus pour des personnes autour. Et ça, c'est extrêmement violent d'être accusé de quelque chose que vous n'avez pas commis. C'est injuste, en fait. Voilà, j'ai l'impression que c'est vraiment... Le tribunal médiatique, c'est vrai que l'injustice de ce tribunal fictif médiatique, c'est qu'il oublie les décisions de justice. Il oublie les décisions d'enquête. Mais surtout que là, il n'y a même pas de décision de justice parce que je n'ai pas été poursuivie et pour cause. La justice a considéré qu'il n'y avait pas lieu de me poursuivre. Oui, non, mais voilà, c'est ça. Parce que c'est assez... là, c'est une commission d'enquête du Sénat. C'est quand même assez particulier. Les commissions d'enquête parlementaires, c'est vos opposants qui vous jugent. C'est comme si tu avais, je sais pas, un concurrent d'un podcast qui veut que ton podcast coule et on lui disait, bah vas-y monsieur, je sais pas comment il s'appelle, et lui il va dire non mais le podcast de Julia est nul pour telle raison, c'est ma conclusion. Et c'est ton opposant qui mène cette commission, c'est quand même assez lunaire. Et même ces opposants-là avaient beaucoup de critiques politiques à faire sur ce que j'ai mené comme action comme ministre, et c'est leur droit, on est en démocratie, mais même eux ont écrit non seulement Marlène Schiappa n'a pas détourné d'argent pour elle, mais pas non plus, on n'en a pas non plus détourné pour les autres. Donc en fait, ça reste quand même un petit bruit. En fait, moi j'en veux vraiment à une paresse d'une certaine presse, pas toute, mais une partie de la presse qui copie-colle en fait des accusations sans vérifier une seule fois et sans démentir après. Et ça, je veux dire, c'est grave. On accuse les gens de quelque chose et ensuite on ne dit pas « Ah, excusez-nous, en fait, on s'est trompé. On a pensé qu'il y avait potentiellement peut-être des détournements au profit de telle ou telle association. On s'est aperçu que c'était faux, que ce n'était pas le cas, que les preuves ont été apportées, que ce n'est pas le cas. D'ailleurs, la justice ne poursuit même pas, ne met même pas en examen, ne condamne pas, évidemment, cette personne. Et bah donc, voilà la mise à jour de cette affaire. Il n'y a jamais eu de mise à jour médiatique de cette affaire. Donc, et ça, je le déplore. En fait, il y a eu un moment dans ta vie là où tu as été... toi, tu as été à cette commission d'enquête au Sénat, tu as été interrogée. Oui, bien sûr, j'ai été entendue, tout à fait. J'ai dû montrer mes mails, j'ai dû montrer les trucs dans lesquels je dis justement, dans lesquels on démontre qu'il n'y a évidemment pas de détournement, mais il y a une manipulation politique. À l'époque, Anne Hidalgo porte plainte contre X en disant qu'elle considère qu'elle a été dénigrée par une association qui a bénéficié de subventions. Le sous-entendu, ce serait que j'aurais demandé à cette association de le faire. Et elle dit que c'est pour ça qu'elle a perdu, que ça a influé à l'élection présidentielle. Alors sans offense, mais je crois qu'elle a fait 1% et quelques, Anne Hidalgo, donc je crois pas que ce soit la petite vidéo de cette petite association laïque qui lui ait fait perdre l'élection. Par ailleurs, cette vidéo, elle est postérieure à la date de l'élection présidentielle. Donc en fait, ça n'a pas pu influer, puisque d'ailleurs dans le montage, Mediapart a enlevé la date de la vidéo. Donc on voit qu'il y a quand même une manipulation de gens qui se disent on va se faire Schiappa et on va se faire une proche de Macron. Et qui tombent dessus. Oui, en mode assassinat politique, quoi. Ouais, exactement, avec une mauvaise foi incroyable. Mais je veux dire, il en faut beaucoup plus pour me faire taire. Je vois certains comptes qui disent non, mais Marlène Schiappa devrait pas prendre la parole. C'est pas grave, j'ai des milliers de messages de soutien qui me disent que ma voix compte sur la laïcité, sur les droits des femmes, et puis j'ai jamais attendu l'autorisation de personne pour prendre la parole. Donc je vais pas commencer à attendre des autorisations et des validations maintenant que je suis plus au gouvernement. Ah ouais, ok, donc ce serait ça en fait ton conseil, je pense à une personne, sûrement une femme, voilà, une jeune femme qui voudrait s'engager en politique, ce serait... Alors mon premier conseil, ce serait n'écoutez pas les conseils. Le deuxième, ce serait vraiment demandez-vous ce qui fait que c'est vous et pas quelqu'un d'autre. Ça, toi, t'as très bien réussi à faire ça. Vous êtes quelques-unes dans le débat hors de la vie politique, mais avoir réussi à dire voilà, c'est moi. Moi, c'est ça. Ma proposition, c'est ça. Je suis comme ça, je parle comme ça. Ce qu'on appelle en communication ma lexicologie. C'est-à-dire, tu vas avoir un vocabulaire qui t'est propre. Quelqu'un qui t'entend parler, il sait que c'est toi qui es en train de parler. Bien sûr. T'as tes combats, tes sujets, ta manière de dire, voilà, c'est nimp, etc. Enfin, voilà, il y a d'autres choses que ça, mais... et on va savoir. Moi, quand je regarde mes stories Insta, j'ai pas besoin de regarder en haut, je sais quand c'est ta story. Voilà, je sais quand c'est toi, t'as ta manière de parler. Mounia Majoubi, qui était ministre du numérique, qui disait « She's something », t'es quelque chose. Donc mon autre conseil, ce serait ça. Qu'est-ce que vous êtes, vous ? Ce que disait Oscar Wilde, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Vous dites pas, je vais être la nouvelle intel, vous êtes vous. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, n'attendez jamais les autorisations pour faire quelque chose parce qu'on vous les donnera pas.
La vie politique est pas facile pour les femmes, elle est pas facile pour les personnes qui viennent pas de l'appareil du parti, elle est pas facile quand vous avez pas un mentor protecteur avec vous. Donc n'attendez pas les autorisations, faites. Et j'adore, excellent. De toute façon, t'es très inspirante tu l'as toujours été, je trouve. Merci. Non, mais vraiment, je le pense. Et c'est pour ça d'ailleurs que je t'invite, c'est que je t'apprécie particulièrement. J'apprécie tes combats, j'apprécie même ta carrière, ta manière de te démerder dans ce monde difficile, quoi. Et c'est qui un peu tes influences, un peu tes idoles politiques femmes? J'insiste bien sur le mot femme parce que je trouve qu'on donne peu d'exemples de femmes. Je pense que tu vas me dire Simone Veil. Mais vas-y, donne-moi tes exemples. En fait, justement, à chaque fois qu'on m'a posé cette question, je sais pas quoi répondre parce que justement, je veux pas être. Ce serait hyper prétentieux de mentionner Simone Veil ou des gens comme ça. Mais je veux pas me dire que je suis la nouvelle quelque chose. Et en fait, en vrai, les gens qui m'inspirent, ça va être peut-être des gens qui sont pas forcément dans la vie politique. Comme plein de gens, je lis beaucoup. Ce qui a été écrit sur Frida Kahlo, que je trouve incroyable, comme femme engagée, femme de couleur, handicapée, qui avait... J'ai visité sa maison au Mexique, elle a un mur avec la collection de ses amants et ses maîtresses. En fait, les gens qui collectionnent les papillons, elle a mis toutes leurs photos. Et voilà, j'adore ce concept. Elle est incroyable. Il y a un documentaire d'ailleurs sur Prime qui s'appelle Frida, qui est exceptionnel, qui est magnifique, qui est très artistique, qui a une mise en scène assez particulière et qui est vraiment, je te le conseille. Magnifique, je vais regarder. Grave. Et puis mes filles, elles m'inspirent énormément. Elles sont, je sais qu'il faut pas être. On dit que normalement on est inspiré par la génération d'avant, mais moi j'adore cette génération qui est hyper engagée, qui nous remet beaucoup en question dans ce qu'on croit. Elles sont souvent pas d'accord avec moi sur des sujets politiques. Et elles sont parfois pas d'accord en famille. On a eu des débats, même ma fille de 12 ans, elle défendait le droit d'Israël à se défendre. À la fin, je lui ai dit, waouh, mais où t'as entendu ça? Et elle m'a dit, nulle part, c'est moi, c'est ma réflexion et tout. J'avoue que j'étais vraiment très bluffée. Et en revanche, ma fille aînée, elle est hyper féministe, très très radicale. Et souvent, elle trouve que je suis pas assez féministe, donc elle me reprend. Et par exemple, mes filles arrêtent pas de se moquer de moi parce qu'elles m'imitent et elles font « Reste assis chérie, je t'en prie, je vais le faire ». Parce qu'il paraît que je dis souvent ça à mon mec. J'ai pas l'impression du tout de le dire souvent, mais apparemment, elles trouvent que oui. D'accord. Donc je trouve ça marrant en fait d'être remis en question comme ça. Ouais, donc tes filles t'inspirent, très stylé. Et t'as une carrière très complète, très riche. Qu'est-ce que t'as réussi dans ta vie? C'est hyper difficile comme question. D'abord, j'espère pas être à la fin de ma vie. Voilà, j'espère. Hein. Je vais me faire faucher par une voiture en descendant. À l'instant T de ta vie. Non, je dirais que j'ai réussi à pas lâcher ma ligne en fait. J'ai réussi à pas céder. Il y a cette phrase d'une féministe américaine qui dit « Je sais pas définir le féminisme, mais tout ce que je sais, c'est que les gens me traitent de féministe à chaque fois que mon comportement ne permet pas de me confondre avec leur paillasson. » Et j'aime beaucoup cette phrase. Et je me suis souvent levée pour moi-même ou pour les femmes autour. Et Et ça, j'en suis fière. J'ai pas dévié de ligne. Et j'ai toujours eu la liberté. La liberté, c'est important pour moi. J'ai une statue de la liberté tatouée. Mais pour non. moi, c'est excellent. Il est nouveau ce tatouage. Il a presque un an, Ok. Il est récent, tout à fait. Et voilà. Et quand j'écris un livre qui s'appelle Scandale, qui a une couverture rose, qui parle d'une ministre qui tombe amoureuse avec des scènes de cul à l'intérieur, explicites, avec un complot politique ou un moment, un ministre lui dit « Mais où tu pars ?» Elle part pendant une cérémonie officielle. Elle se retourne, elle écrit « Je vais à New York, connard !» Et voilà, je me suis vraiment fait plaisir et je pense que c'est une réussite de me dire que j'écris ce que j'ai envie d'écrire en fait. Je me censure pas. Il y a une phrase du président, alors il va pas du tout apprécier que j'applique cette phrase à ma propre liberté, peut-être, mais en fait, j'ai souvent entendu le président de la République dire « Il ne faut jamais intégrer les contraintes des adversaires ». Et j'adore cette phrase, je pense que je la dis au moins 2 fois par semaine. Quand quelqu'un me dit, par exemple, oui, mais en face, ils voudront pas faire ci ou ça, c'est pas à toi d'intégrer les contraintes des adversaires. Toi, tu dois avoir ta ligne, ce que tu veux, tes objectifs. Okay. Et ensuite, si ça se percute en face, ça se percutera et tu verras. Mais commence pas par dire que. Et ça, c'est important aussi pour les personnes qui veulent faire quelque chose. Par exemple, des gens qui vont dire, je vais pas envoyer mon manuscrit à un éditeur parce que l'éditeur, en ce moment, il voudra pas. C'est pas ton problème, en fait. N'intègre pas les contraintes des autres. T'as tes problèmes, tes objectifs, tes envies. Tu verras après pour les contraintes des autres. Et puis étape par étape, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est genre faire quelque chose, même si c'est pas parfait, mais faut le faire. Voilà. Et ça t'ouvre d'autres opportunités. Et essayer. Il y a quelqu'un en critique qui m'a mis sur Instagram il y a quelques jours, ah non mais si Marlène Schiappa peut écrire un roman, bah moi aussi je peux le faire. Alors je pense que c'était une critique, mais j'ai envie de dire, bah go girl, vas-y. Si tu penses que tu peux le faire, bah tant mieux. Je suis ravie de te donner l'inspiration, fais-le. Écris un roman, fais 270 pages, passe 3 heures par nuit à écrire, construis une histoire, invente des personnages, trouve-leur des noms. Vas-y, fais-le. Et voilà, et je trouve que
trop souvent, les gens regardent ce que font les autres. C'est très français de regarder en se disant t'es pas dans ta case, t'es pas là où on t'a rangé. Un peu la jalousie, l'envie de la réussite des autres. Et je pense que ça doit être inspirant de voir des autres réussir. Moi, quand je vois quelqu'un réussir un truc que j'aurais aimé réussir, je me dis pas gna gna gna, quelle horreur. Je me dis waouh, mais génial, super, bravo, félicitations. Et au pire, j'ai envie de faire comme toi, explique-moi comment le faire. Et ce livre-là et les 30 derniers, comment tu les écris ? Est-ce que tu as un processus d'écriture ? Est-ce que tu as ta manière à toi de créer ? Alors celui-là, je l'ai pas du tout, Scandale, je l'ai pas du tout écrit comme les autres. En fait, j'ai donc Isabelle qui m'a dit, voilà, l'histoire c'est ça. Une ministre part à New York, tombe amoureuse d'un basketteur, et là tout fout le camp. Et il faut écrire ça. Et j'étais avec mon mec au Canada, on était dans un bar, on a passé une nuit dans un bar à prendre un petit carnet et à écrire ce qui se passe et à faire la structure, genre l'intrigue. Je me suis dit, mais alors là, qu'est-ce qui se passe ? Mais son rival, il fait ça et tout, et on l'a fait vraiment ensemble. Il me disait, ouais, mais là, il pourrait faire ça, il se passerait ça, elle va voir le match de la NBA, elle est dans les vestiaires, c'est comment un vestiaire, il y a toute l'équipe, qu'est-ce qu'elle ressent ? Pourquoi elle tombe amoureuse ? Il l'emmène passer une nuit sur un bateau à New York, il traverse, il fait nuit, il y a de la musique, ils se rendent compte qu'ils ont un feeling, qu'ils aiment les mêmes choses, qu'ils ont les mêmes... Pourquoi elle rentre pas à Paris ? Qu'est-ce que lui dit le président ? Qu'est-ce qui se passe dans son téléphone ? On a écrit aussi un peu j'ai écrit les articles de presse qui parlent justement de ce qu'elle vit. Donc c'est hyper intéressant. On voit la dichotomie, parfois les mensonges. Voilà, donc on a vraiment fait la trame. Et ensuite, on est rentré à Paris. Et là, j'ai écrit, moi, dans la trame pour raconter ce qui se passe dans l'intrigue. Et après, j'ai échangé avec mon éditrice qui s'appelle Calixta et qui est super exigeante. Elle travaille sur plein de romans, beaucoup pour les femmes, et elle a traduit plein de romans. Et voilà, et Calixta, elle était très non mais là, Jasmine peut pas se laisser faire, faut qu'elle reprenne les choses en main. Je dis ok, alors elle retourne à New York. Et ce qui est génial dans un livre par rapport à un film, c'est que t'as pas de limite de budget. Tu fais ce que tu veux. Elle va 10 fois à New York. On s'en fout. Il n'y a pas de budget, donc elle y va. Let's go. Elle y va. Le mec est évidemment canon, parce que voilà, tant qu'à faire, ça y est, c'est le roman, tu fais ce que tu veux. Donc bien sûr, c'est un basketteur musclé qui la prend dans ses bras, qui machin. Voilà. Je me suis fait plaisir. Trop bien. Et en quoi c'est important de parler de sexualité ? Où tu places effectivement l'importance de la sexualité dans ton écriture ? Je le lie à la liberté en fait, à la question de la liberté d'une part. D'autre part, dans une histoire, je trouve que ça manque. Dans la comédie romantique ou dans les livres traditionnels, ils se rencontrent, t'as une ellipse, et voilà. Et ensuite, la principale vision qu'on ait de la sexualité, c'est la sexualité hétéronormée vue par le regard de l'homme. Donc ça se termine par la jouissance de l'homme. On ne sait pas si la femme a apprécié ou pas, en général. C'est la vision du mec. Et quand tu as des rencontres hétéros, en fait, la femme, elle a jamais voix au chapitre. Tu sais jamais ce qu'elle a aimé, ce qu'elle a pas aimé, ce qu'elle raconte. Et du coup, même dans les livres, tu as un espèce de male-gaze et de vision. Bien sûr. Voilà, et c'est pour ça que moi, j'aime bien raconter des choses hyper réalistes. Et pas des choses vues par le regard d'un homme qui fantasmerait façon film porno. Mais de ouf. Mais vraiment, genre, la femme, de quoi elle a envie, qu'est-ce qu'elle aime, comment elle est, voilà. Non, mais surtout que je trouve qu'économiquement, les hommes qui pratiquent le male gaze, je veux dire, perdent une clientèle, qui sont les femmes, d'acheter, de visionner, de consommer leurs œuvres, leurs produits. En fait... Aujourd'hui, regardez une série où le mec, effectivement, lors de l'acte sexuel, va finir et l'acte sexuel se finit, ça ne va pas intéresser les femmes. Et les femmes vont arrêter de regarder ce produit-là. Donc vraiment, si vous voulez que votre œuvre gagne le plus d'audience possible, mettez-vous un petit peu à la place des femmes, c'est clair. Mais d'ailleurs, j'avais écrit un petit livre à la Musardine qui s'appelait « Oser l'orgasme féminin », dans lequel j'analysais justement tous les films dans lesquels on te mime caché derrière un drap, mais on te mime que le mec a terminé et qui ne se pose même pas la question. T'as pas une comédie romantique où le mec se tourne vers la nana, lui dit au fait est-ce que t'as joui ou est-ce que t'as aimé, est-ce que je continue, est-ce que voilà, il a joui, c'est terminé. Je veux dire, ça peut pas se passer comme ça dans la vie. Enfin, moi, je suis pas d'accord pour que ça se passe comme ça. Ah, mais moi non plus. Et je pense que les femmes doivent pas être juste réduites à objet de désir ou de non-désir. Et d'ailleurs, c'est un problème aussi de lesbophobie parce que regarde toutes les nanas qui ont été agressées parce qu'elles étaient avec leurs copines dans le métro et qui sont tombées sur des bandes de mecs qui leur ont dit « Ah, voulez-vous une pelle, c'est marrant !» Comme si elles étaient là.
pour leur plaisir oui, à eux. Tout à fait, bien sûr. C'est en fait tout centré sur le regard masculin et considérer que le regard féminin n'existe pas et que le désir féminin n'existe pas. T'es juste là pour attirer Absolument. ou repulser, mais t'es pas là pour toi, ce que tu ressens au fond de toi, qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui te fait trembler, Grave. qu'est-ce que t'aimes. Voilà, ça c'est des vraies questions. Et dans le cadre de la lesbophobie, il y a aussi ce qu'on appelle la notion du viol correctif, c'est-à-dire qu'il y a certes, dans des cas horribles, des hommes se disent qu'en fait, pour remettre les femmes sur le droit chemin, qui sont attirées par des femmes, eh bien, ils vont les violer pour que c'est absolument atroce. Mais t'as grave raison. Moi, je trouve que, continuer à écrire des livres, en fait, parce qu'on a besoin de femmes politiques qui font d'autres choses à côté de leur carrière politique et qui, à travers des fictions comme celle-là, eh bien, partagent leur expérience déjà de la vie politique. C'est hyper important, c'est un témoignage incroyable pouvoir, en réalité, parce que tu as eu quand même une place sur ces 2 quinquennats en tant que personne politique extrêmement importante, et donc c'est un témoignage unique, ce livre, de ton expérience et d'une expérience, en tout cas d'une expérience politique de ouf. Tu veux faire quoi quand tu seras grande, Marlène? Eh ben, je sais pas. Et en fait, si je m'étais cantonnée à ce que je veux faire quand je serais grande, je serais jamais allée jusque-là. Ouais. En fait, j'ai eu énormément de chance. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai toujours fait ce que je voulais. J'ai créé une agence parce qu'à la base, je voulais juste rester chez moi avec ma fille et gérer mes horaires moi-même. Et en fait, j'ai eu plein de clients, ça a cartonné et tout. J'ai lancé un petit blog Maman Travail parce que voilà, j'avais envie de partager ce que c'était de concilier vie pro, vie familiale. J'ai eu 15 000 membres, c'était un top blog Yahoo et ça m'a permis de m'engager. Je suis allée au Mans, je me suis dit, je vais essayer de soutenir le maire du Mans, et ça a l'air d'être quelqu'un de bien. Il a travaillé pour créer la CMU, soutenir les plus pauvres, etc. Bim, il me propose d'être sur sa liste, je deviens maire adjointe. Après, je me dis que je vais m'engager avec Emmanuel Macron parce que j'aime bien ce qu'il fait, je deviens référente, je suis nommée au gouvernement. Donc en fait, je vais continuer à faire ce que j'ai envie de faire et je pense que j'ai une bonne étoile professionnelle. J'ai pas de chance sur plein de sujets. Par exemple, je vais pas faire la liste, mais il y a plein de sujets dans ma vie où j'ai vraiment, tu sais, le mauvais œil, genre jinx. Genre quoi? Non, je vais pas rentrer, mais genre les vacances, ou ok, d'accord, toujours un plan, voilà. Okay. Bref, non, mais moi, par exemple, si je loue un super Airbnb en Grèce avec un rooftop, un jacuzzi, machin, tout, tu peux être sûr que quand j'arrive, c'est un truc tenu par des mafieux, où en fait c'est un L2, il y a pas de casserole, les magasins en bas sont fermés, et tu passes Noël à manger des chips avec ta famille. Oui, c'est une histoire véridique. Mais il t'arrive des aventures folles. Il m'arrive c'est un souvenir. On se souvient tous du 24 décembre avec les chips dans le Airbnb pourri à Athènes. Bref, s'ils nous regardent. Mais j'ai une hyper bonne étoile professionnelle. Voilà, on a toujours mis sur mon chemin des gens hyper intéressants. Encore là, je suis dans une agence qui s'appelle Tilder. J'ai rencontré le président qui s'appelle Mathias Léridon. Je sortais du gouvernement, il m'a dit, moi, la couve de Playboy, j'adore. Ta com, elle est hyper audacieuse, c'est disruptif. On a envie de te recruter, on a envie de toi, on te veut dans notre équipe. Mais on te prend comme tu es. On te demande pas de moins parler, de moins faire de trucs. J'ai lancé mon ONG, ils me soutiennent, active. Génial. On veut trouver les prochaines femmes patronnes du CAC 40. Et ça, aujourd'hui, c'est ça mon but. C'est faire le Next Woman 40. Je trouve qu'il n'y a pas assez de femmes à la tête des boîtes du CAC 40. Quand j'ai monté Maman Travail, elles étaient 2. Aujourd'hui, elles sont 3. Pourquoi ? Les gens nous disent souvent, non mais Marlène, tu sais, j'aurais adoré nommer une femme. Mais hélas, je n'en ai pas trouvé. Donc moi, je dis, les gars, moi, je vais vous en trouver. Je connais plein des femmes dirigeantes qui pourraient diriger des boîtes du CAC 40. Donc on est avec toute une bande, on est un board, on est une 50aine de femmes, présidentes d'assaut, de réseau et tout. Et on va faire cette liste du Next Woman 40. Mais let's proposer go, justement, voilà, ces prochaines patronnes. Bête d'idée. Merci. Et attends, Tilder, c'est une agence de... C'est quoi ? On fait du conseil en stratégie pour les dirigeants. Les dirigeantes, notamment ceux qui sont engagés, ceux qui ont envie de structurer leur place dans le débat public. Trop bien. Voilà. Et il y a une maison d'édition associée, puisque j'aime les livres. Allez, ok. Voilà. Génial. Merci 1000 fois. Franchement, c'est moi qui te remercie, Julia. Super. J'espère que la fin du monde n'est pas pour tout de suite. Et dernière question, après je te laisse partir. Toi, personnellement, qu'est-ce que tu traverses en ce moment ? Forcément, c'est une question qui est un petit peu liée à l'actualité, mais toi, personnellement, tu traverses quoi ? En fait, moi, je suis une personne assez combative. Donc, à partir du moment où il y a eu l'annonce de la dissolution, mon réflexe, ça a été de me dire, on va au combat, on va aller défendre, on va aller faire en sorte qu'il y ait d'autres alternatives que soit le Rassemblement national, soit une alliance des gauches à laquelle je ne crois pas, parce que je pense qu'elle est menée par une grande radicalité, par un grand désordre et par des sujets comme la question de l'antisémitisme extrêmement problématique et que je veux combattre. Et donc, je veux aller défendre une troisième voie, finalement, autre chose. Et en même temps, je suis très consciente du fait qu'il y a un rejet très fort des gens de la politique qu'on mène, du gouvernement, du président. Et ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'on devrait tous être dans un moment un peu d'introspection
de repasser en vue les événements, un moment d'écoute. On n'arrête pas de dire que le vote RN, c'est un vote de colère. Moi, je crois pas. Je pense que c'est un vote d'adhésion, en fait. Quand on a 30 et quelques % de la population qui va voter, qui vote pour le Rassemblement national, je pense qu'en fait, aucun parti autre que le RN n'a fait le travail d'aller voir les gens et de leur dire mais pourquoi vous votez RN ? Quelles sont vos aspirations ? Quelles sont vos motivations ? Et il y a des sondages, il y a des rencontres de temps en temps, mais on est c'est tellement antagonisé le débat qu'il n'y a pas de discussion. Je veux dire, soit on considère que vous êtes dans le bon camp ou dans le mauvais camp et on ne parle pas avec vous si vous n'avez pas les mêmes idées. Et ça, je le déplore. Personne ne fait l'effort d'essayer de se comprendre. Complètement. Bien sûr, je trouve que j'ai l'impression qu'on diabolise vraiment toutes sortes d'électeurs, c'est-à-dire qu'il y a une diabolisation aussi du Front Populaire, du nouveau Front Populaire, mais il y a une diabolisation du RN. Enfin, je veux dire, de Macron aussi. Hein. Aujourd'hui, quand vous dites je défends, non mais le président, il est peut-être pas quand même que totalement nul, il a peut-être fait aussi des choses intéressantes, l'IVG dans la Constitution ou autre. Les gens vous disent non mais Macron on le déteste. Et d'ailleurs, moi j'en veux beaucoup à tous les gens qui ont fait croire que Macron était facho, que le gouvernement c'était comme l'extrême droite. Il y a quand même ce discours à gauche qui vise à dire que tout ce qui est à droite des LFI, c'est l'extrême droite. Ouais. Je veux dire, quand vous dites aujourd'hui qu'il faut condamner l'antisémitisme ou que vous défendez le droit de l'État d'Israël à se défendre, on vous explique que vous êtes des gros fascistes. Donc à un moment, je pense que dans le débat, on devrait avoir aussi un petit peu de nuance, un petit peu d'écoute et ne pas sortir les grands mots à tort et à travers. C'est quoi le sujet, tu penses, lié à l'antisémitisme à gauche ? C'est quoi cette espèce de tabou, cette question-là ? Raphaël Glucksmann, donc en s'alliant effectivement au Front Populaire, a tout donné pour que dans les conditions à cette alliance, il y ait la reconnaissance du 7 octobre comme attentat terroriste. Mais pourquoi Manuel Bompard ou d'autres, font complètement fi de cette condition-là et vont dire à la radio, ils disent que ce sont des actes terroristes, mais ils ne disent jamais que le Hamas est une organisation terroriste. Pourquoi il y a ce sujet-là ? Je pense qu'il y a deux sujets. D'abord, il y a un sujet vraiment très cynique et électoraliste. Ils estiment, c'est une stratégie politicienne de communautarisation de la société. D'ailleurs, Mélenchon l'avait théorisé en disant qu'il était pour cliver la société et que dès lors qu'il était possible de cliver, de faire un eux contre nous, il fallait absolument le faire. Et en fait, on est passé d'un discours à l'extrême gauche de lutte des classes, c'est-à-dire les bourgeois sont les ennemis, les patrons sont les ennemis, etc., à un discours de le juif est l'ennemi. Mais en fait, si on regarde l'histoire de France et même l'histoire du monde occidental de façon générale, ça n'a jamais été un bon présage. Tu connais ce poème qui dit quand ils sont venus chercher les juifs, j'ai rien dit, j'étais pas juif, et etc. Et quand ils sont venus me chercher, il y avait plus personne pour protester. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur cette question parce que je suis en train de faire la biographie d'une femme corse qui était une résistante, qui était la sœur de Daniel Casanova, qui est morte dans les camps à Auschwitz et qui était parmi les justes, donc qui ont caché des juifs en Corse pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me touche personnellement. J'ai lancé un grand mouvement de Corse, on est une petite centaine, contre l'antisémitisme, justement pour dire que on l'a fait d'ailleurs juste après le 7 octobre en disant regardez, enfin juste avant d'ailleurs, même quand il y avait eu les premières attaques, en disant regardez, c'est pas difficile en fait de prendre la parole pour dire quelque chose d'aussi basique que non, la haine des juifs n'est pas admissible dans notre pays ni nulle part dans le monde. Tout ça pour dire que l'extrême gauche, elle a à la fois ce calcul électoraliste d'une part, et d'autre part, il y a un truc historique. Je veux dire, aujourd'hui, on nous dit le RN, c'est Hitler. Enfin, c'est Daladier qui a un rôle quand même assez majeur. Qui vote les pleins pouvoirs à Pétain ? À l'époque, l'ancêtre du Parti socialiste était mobilisé sur cette question-là. Donc, si on veut refaire du révisionnisme et tout lié aux années 40 et à Pétain, on peut le faire, mais ce ne sera pas forcément à la gloire de la gauche. Et si on va même plus loin que ça encore, je rappelle que l'affaire Dreyfus, à l'époque, avant le J'accuse de Zola, en fait, toute l'élite française, et y compris l'élite de gauche, considère que Dreyfus, parce qu'il est juif, est forcément coupable. Donc le mythe du méchant juif riche, etc., il existe encore. D'ailleurs, et après j'arrête, je suis pas plus longue, mais quand on nous dit qu'il n'y a pas d'antisémitisme en France, l'antisémitisme tue en France. On se souvient que Ilan Halimi, à la base, pourquoi c'est une cible du dit gang des barbares ? Parce qu'il pense qu'il est riche, et que les juifs sont riches, et que donc les juifs vont se cotiser pour payer une rançon. Donc je veux dire, à la base, c'est grave et c'est meurtrier de dire aux gens les juifs sont riches et se sont enrichis de façon illégale et donc il faut prendre de l'argent aux juifs. C'est meurtrier, c'est ça qui amène à ce que ces personnes se disent on va prendre comme cible ce jeune Ilan et on va le kidnapper jusqu'à ce que les juifs, entre guillemets, nous donnent de l'argent. Moi, j'ai vraiment le sentiment, ça va tout à fait avec ce que tu dis, c'est que j'ai l'impression que la communauté juive est prise en étau entre la gauche, l'extrême droite
Finalement, les macronistes ont été assez impeccables, forcément, depuis les événements. La communauté est prise en étau, sachant que les deux majorités, entre guillemets, ça va être sûrement la gauche et l'extrême droite, celles qui vont faire le plus de scores aux législatives. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à la communauté juive, entre guillemets, pour leur prochain vote là aux législatives? Non, mais moi j'aurais déjà envie de leur dire vous n'êtes pas seuls, parce que moi j'ai vu des gens pleurer leur cousin qui avait été enlevé le 7 octobre. Moi-même, personnellement, je veux dire, en tant que maman, en fait, il y a une pensée que j'ai tous les jours, sans exception, depuis, c'est le petit bébé Kfir Bibas qui a été enlevé, et je me demande où est ce bébé, en fait. Enfin, ça va te paraître ridicule parce que je le connais pas et je suis pas juive moi-même, et j'ai pas de famille en Israël ni rien. J'ai aucune raison, à part l'empathie, de me sentir concernée par ce qui s'est passé, mais en tant que maman, en fait, je trouve ça assez atroce de décimer des familles, de violer des femmes. La vidéo dans laquelle le 7 octobre le Hamas vient et violente d'une façon horrible les jeunes femmes soldates qui sont là, qui gardent la frontière, et ce bébé, où est-il? Bien sûr. En fait, vraiment, je me pose la question, et il n'y a pas un jour qui passe sans que je pense à ce bébé, que je calcule l'âge qu'il doit avoir aujourd'hui, parce que ça, en semaine, ça compte quand vous êtes un petit bébé comme ça, et je me dis, est-ce qu'il comprend ce qui se passe? Est-ce qu'il a conscience de ce qui se passe? Est-ce qu'il est bien traité? Est-ce qu'il est même toujours en vie, en fait. Et ça, c'est des questions qui m'obsèdent, et je ne comprends pas que ça n'obsède pas comme ça aussi les personnes de gauche. Moi, j'arriverais pas à dormir à leur place, en fait, en me posant ces questions. Et c'est quoi le mood, la psychologie en ce moment chez les macronistes? C'est quoi la température Eh ben, c'est pas la super ambiance. C'est... Moi, j'essaye justement de dire que moi, j'étais macroniste de la première heure, et ce que j'essaye de dire, c'est que la loyauté, c'est bien, quoi. Enfin, voilà. Moi, j'ai plein de défauts, énormément, mais j'ai aussi quelques qualités, parmi lesquelles la loyauté, et je pense que quand on s'est engagé dans un mouvement politique avec quelqu'un, je déteste les gens qui retournent leur veste. Je déteste les traîtres, je déteste les gens qui foutent des coups dans le dos. Moi, j'ai toujours dit tout ce que je pensais, peut-être même trop, mais en tout cas, j'ai toujours dit ce que je pensais, et moi, j'essaye de dire à tous ceux qui étaient là en 2017, continuez, venez, c'est pas le moment de lâcher. Être loyal, et tous les gens qui sont dans un phénomène de cours autour du président quand ça va bien, et quand ils disent qu'il y a des postes à récupérer, des sièges, des soutiens, etc. C'est facile, en fait, d'être loyal quand tout va bien. Vous n'avez aucun mérite à être loyal quand tout va bien. C'est quand ça va pas qu'il faut être loyal, qu'il faut être là, qu'il faut répondre présent, y compris en étant critique. Être loyal, ça veut pas dire être béni oui. On peut dire qu'on a mal fait des choses, on peut dire que sur ça on n'est pas d'accord, mais je sais plus qui disait, en fait, on doit choisir entre la peste et le choléra, et on dit aux gens, vous pourriez avoir un gros rhume, et les gens disent, ah bah non, mais je préfère quand même voter pour le choléra parce que j'aime vraiment pas le rhume. On est, voilà, pardon pour cette métaphore un peu, je sais plus qui a dit ça. Moi, je dis plus peste, choléra, Covid. Un Covid, bon, ça peut être très dangereux, mais ça peut être détente. Là, j'entendais quelqu'un à qui je proposais quelque chose qui me dit non, mais moi, je veux pas, dans la période là, je veux pas servir la soupe à Macron. Je pense que j'ai pas envie qu'on croie que je soutiens Macron. En fait, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est vrai qu'il y a un peu ce sujet-là quand même, je trouve. C'est que c'est un peu difficile aujourd'hui je trouve, en fait, de s'engager politiquement. En tout cas, moi, j'ai du mal vraiment à publiquement, à part pour effectivement les européennes où je me suis dit, voilà, le vote écologiste, c'est en fait une occasion, les européennes, pour voter écologiste. Mais là, j'ai beaucoup de mal à publiquement dire pour qui je vais voter. Mais tout simplement parce que je ne sais pas réellement pour qui je vais voter aux prochaines législatives. J'ai l'impression que tout le monde me trahit, en fait. Moi, je suis très contre la culpabilisation des électeurs. Je pense qu'il faut passer de la culpabilisation à la conviction. À force de dire aux gens, vous votez mal, vous êtes RN, vous devriez faire ci et ça. Et dans le même temps, je suis assez frappée par le fait... Enfin, je veux dire, il faut choisir, en fait. C'est-à-dire, soit le RN, on considère que c'est vraiment un danger. C'est comme les gens chez moi qui défoncent François Hollande. Moi, je n'apprécie pas François Hollande. J'ai quitté ce mouvement politique. Je pense que j'ai énormément de désaccords avec François Hollande. Pour autant, François Hollande n'est pas mon adversaire aujourd'hui. C'est pas mon ennemi. Et je pense que tirer sur François Hollande, c'est vraiment se tromper de combat. Aujourd'hui, il faut choisir nos ennemis. Soit on considère que le RN aux portes du pouvoir, c'est quelque chose de grave, ou LFI aux portes du pouvoir, c'est quelque chose de grave, et donc il faut essayer de se mettre ensemble avec toutes les personnes de bonne volonté qui ont une vision de la République, des valeurs de la laïcité, la liberté, l'égalité, la fraternité, etc. Soit on considère qu'en fait c'est pas si grave, et que dans ces cas-là on peut continuer les petites guerres politiciennes, mais ça peut pas être les deux. On peut pas dire aux gens justement on est avant la fin du monde et c'est gravissime, mais nous on va continuer à se friter entre nous parce que t'étais pas dans la bonne motion en 2014 ou t'as voté contre moi en 2020. Il faut décider, en fait. Ok. Et tu penses que si je posais la question à Emmanuel Macron, est-ce que vous pensez que c'est la fin du monde? Tu penses qu'il me répondrait quoi?
Je pense qu'il répondrait non, parce que j'ai le sentiment qu'il est déterminé. Lui, il reste président quoi qu'il arrive, dans les 3 ans, je crois, oui c'est ça, il lui reste 3 ans. C'est long, 3 ans en tant que président de la République, donc je pense qu'il est déterminé à aller quelque part, qu'il a l'espoir qu'on puisse faire une coalition. Tu sais, tout le monde parle des scores des listes, mais en fait, ce qui va compter à la fin, c'est pas tant les scores des listes, c'est le nombre de personnes dans les groupes à l'Assemblée nationale. La Constitution dit que le président de la République doit nommer un Premier ministre issu de la famille majoritaire au Parlement. Et donc, ça dépendra de qui va avec qui, dans quel groupe. Donc, quand tu dis que tu as l'impression que tout le monde te trahit, en fait, moi, j'ai envie de poser la question à toutes les personnes qui se présentent aujourd'hui. Dans quel groupe vous siégerez et avec qui vous siégerez? Est-ce que vous allez siéger avec Louis Boyard, avec Manuel Bompard, etc. Est-ce que vous siégerez avec peut-être Olivier Véran? Est-ce que vous siégerez avec Annie Genevard? Est-ce que vous siégerez avec Éric Ciotti? Est-ce que vous irez siéger avec l'URN? Je pense que c'est ça qu'il faut savoir. Mais les gens, je crois, les citoyens en tout cas, ne comprennent pas vraiment ce que cette union de gauche représente. Mais je crois qu'eux-mêmes ne savent pas vraiment, c'est-à-dire, une fois les élections passées, est-ce qu'ils auront un double pins, à savoir un pins Union Front Populaire et un autre pins LFI, ou alors Front Populaire écologiste? Ça va se passer comment en fait? Et c'est la vraie question, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passait jusqu'à présent, c'est que la NUPES avait plusieurs groupes à l'Assemblée. Il y avait un groupe PS, un groupe LFI, un groupe ELV, etc. Là, je ne sais pas. Donc, il faudra voir effectivement comment ils se positionnent. Ils ont parlé d'un programme ensemble. Dans ce programme, il n'y a rien sur la défense, il n'y a rien sur les relations internationales. On ne sait pas quelle est la position, par exemple, du Front Populaire vis-à-vis de l'Ukraine, ou vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis de la dépendance en matière d'énergie. Justement, sur la question du conflit israélo-palestinien. Enfin, si demain, Manuel Bompard est au Quai d'Orsay, par exemple, ou Rima Hassan, ministre des Affaires étrangères, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la position de la France? Est-ce que la France réclamera toujours la libération des otages? C'est une vraie question. Je suis d'accord avec toi. Ouais, ok, d'accord, très bien. Écoute, merci Marlène. C'est moi qui te remercie. Très très bon moment, j'adore. Avec plaisir. Excellent, enfin. Et longue vie à ce podcast. Ouais, grave. Ouais, trop. Carrément. Merci. À très Gros vite. bisous. Ciao. Salut. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté mon podcast Conversation avant la fin du monde. C'était Julia Layani. Si vous avez kiffé ce podcast, n'hésitez pas à faire plusieurs choses. La première, mettez 5 étoiles. La deuxième, taguez le podcast en story. Bon, ça, vous n'êtes pas vraiment obligé, mais en vrai, ça peut grave m'aider. Enfin bon, t'as compris. Et surtout, abonnez-vous au podcast sur la plateforme que vous utilisez. Et si c'est Spotify, mettez un commentaire. Ou tout simplement, vous m'envoyez un DM sur Instagram, sur le compte Conversation avant la fin du monde ou Julia Layani, pour me faire vos petits retours parce qu'ils sont hyper précieux pour moi. Merci à Loreana, qui est la meilleure vidéaste du monde, qui sait tout faire et qui est trop forte. Merci à Rodrigue d'avoir produit et composé la musique. Merci à Zachary Elia pour cette cover iconique du podcast. Merci à Tom pour cette miniature complètement nimp, inspi youtubeur, alors que je ne suis pas youtubeuse, peut-être que je vais devenir youtubeuse, je ne sais pas. Et surtout, merci à vous tous. Je vous promets de faire de mon mieux pour sortir un épisode toutes les semaines. Bisous love.